Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle édition de Be My Guest. Aujourd'hui, c'est un grand nom du monde de l'automobile de collection qui est mon invité dans l'émission. Design, rallye, enchères, concours d'élégance, il a tout fait. Aujourd'hui, à plus de 70 ans, il se lance dans un nouveau projet, digital cette fois, de vente aux enchères en ligne de véhicules qu'il appelle intéressant. Je suis heureuse d'accueillir Christian Philipsen, fondateur de lebolide.com. Bonjour Christian, bienvenue. Bonjour Stéphanie, merci de m'accueillir. Dites-moi, Un ami vous êtes infatigable. infatigable. Un ami a remarqué qu'en fait vous me faisiez passer après Harry Vatanen et il m'a très gentiment dit tu auras peut-être un petit peu de mal à le suivre. C'est pas gentil. Je n'ai aucun doute que vous allez très bien le suivre. Donc, j'évoquais en introduction votre carrière bien remplie qui tourne depuis toujours autour de l'automobile. Comment vous êtes venu cette passion? Alors la passion m'est venue en fait par mon père, mais de manière un peu détournée. Mon père avait la vocation de la médecine et il voulait devenir chirurgien. Nous avions à l'époque des affaires familiales et son père, mon grand-père, lui a dit, si tu ne seras pas chirurgien, tu rentreras dans les affaires. Et en fait, comme mon père n'a pas pu opérer de patients, il a opéré ses automobiles. Et donc, je passais mes week-ends avec lui dans le garage et j'étais l'assistant opératoire. Alors, je tournais la manivelle quand il faisait des réglages de soupape pour amener les pistons au point mort. J'appuyais sur la pédale de frein quand il purgeait les freins ou j'appuyais sur la pédale d'embrayage quand il réglait l'embrayage. Je lui passais les outils quand il était couché sous la voiture et qu'il lui fallait des outils. Et c'est comme ça qu'est née ma passion. En fait, mon père n'avait pas la passion de l'automobile, il avait la passion de l'opération. Moi, j'ai développé à partir de là la passion de l'automobile. Alors, Et est-ce puis que vous êtes… nous Alors, avions aussi dans la famille le médecin de la famille était un passionné d'automobile, un grand admirateur de Stirling Moss et il roulait en Jaguar. Et c'est lui qui m'a amené voir les premières épreuves sur circuit. Il passait le dimanche et il disait à mes parents, j'amène le gamin. Et puis, et c'est comme ça que j'ai découvert la course automobile. Alors, est-ce que votre père vous a transmis la passion de la mécanique puisqu'il opérait ses voitures? Est-ce que vous-même vous travaillez sur vos voitures? Est-ce que vous êtes mécanicien à vos heures? Alors, mécanicien, je suis tout à fait capable de faire un certain nombre d'opérations sur une automobile, tant que c'est de la mécanique. En électronique, aujourd'hui, nous sommes évidemment complètement dépassés, mais il faut évidemment être équipé. Et à l'époque, quand je suis acheté ma première voiture en 1962 et puis ma deuxième, c'est vrai que je bricolais pas mal. Aujourd'hui, voilà, vous retrouvez ma première MGTC. Je venais d'avoir 18 ans, c'est en 1962. Et là, elle était en très mauvais état d'ailleurs, et j'ai dû en acheter une deuxième pour essayer d'en faire une bonne, une moyennement bonne avec deux mauvaises. Donc là, c'est l'époque où je mettais les mains dans le cambouis. Aujourd'hui, beaucoup moins. Je ne suis plus équipé en fait, mais c'est un petit peu dommage. Mais bon, j'imagine comme tout collectionneur et passionné de voitures anciennes, si vous avez une panne avec l'une de vos voitures, vous savez y remédier. Une ancienne, en principe, oui. Alors en fait, l'MGTC que vous avez vue, que vous venez de montrer, a été ma première auto. Ça aussi été ma deuxième. Je viens d'en racheter une qui est ma septième TC. Donc je crois que je deviens un retour nostalgique. Elle est dans le garage et si jamais elle tombait en panne, oui, celle-là, je la connais par cœur. Là, je pense que je peux me dépanner. Ah bah la septième, j'imagine, oui, vous devez maîtriser. Alors votre nom, Christian, est souvent associé à Ferrari. Comment ça se fait? Parce que Ferrari, en fait, ou du moins l'importateur Ferrari en Belgique, a été mon premier employeur. Dès que je suis sorti de l'armée, je lui ai écrit une lettre en lui disant j'ai envie de travailler pour vous. Il m'a répondu venez me voir lundi prochain. Et puis j'étais évidemment là, tout à fait à l'heure. Après 5 minutes, il m'a dit écoutez, vous m'êtes sympathique, je ne sais pas très bien ce que vous allez faire pour moi, mais si ça vous fait plaisir, vous pouvez commencer lundi prochain. C'est une belle époque. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ça se passe encore comme ça. Mais j'étais ravi et donc j'ai commencé à travailler pour lui. Je me suis occupé à la fois tout au début de mettre de l'ordre dans le magasin. Après, je me suis occupé de l'atelier et puis j'ai vendu quelques Ferrari aussi. J'allais les chercher quand elles étaient prêtes pour les clients. J'allais les chercher à l'usine
à Modène à l'époque et je les rapportais par la route. Euh, on en vendait tellement peu en fait ça ne valait pas la peine de les mettre sur un camion. On préférait ça, c'était plus économique que j'aille les chercher. Et puis après, je me suis beaucoup occupé de l'écurie de compétition aussi, parce qu'en fait, le garage Francorchamps importait les Ferrari, mais il avait à côté de ça une écurie Francorchamps qui engageait des prototypes dans les plus grandes courses d'endurance du monde. Ici, vous me voyez à côté d'Éric Dequesne, qui s'est tué malheureusement un petit peu plus tard, sur ce même circuit d'ailleurs de Spa. Et la voiture est une 250 LM qui faisait partie de l'écurie. Si vous voulez, je vous raconte une petite anecdote, non pas à propos de ceci, mais à propos de ces autos, de ces Ferrari que je rapportais par la route. Parce qu'à un moment donné, on en a eu 3 qui ont été prêtes en même temps. Alors 3, on s'est dit, on va les mettre sur un camion. Et donc, on a affrété un camion qui avait une auto sur le plateau inférieur et 2 autos sur le plateau supérieur. Mais figurez-vous que ce camion est passé sous un pont et il a rasé le toit des autos qui étaient sur le plateau supérieur. Alors, après cette expérience un peu malheureuse, on s'est dit il était plus raisonnable que j'aille les chercher moi-même et que je continue de les rapporter par la route. Ce qui me faisait bien plaisir d'ailleurs. J'imagine, oui, quel bonheur de pouvoir faire la route dans ce genre de véhicule. Là, j'ai une autre course qui est importante pour vous. C'était aux Alors ça, en fait, États-Unis. c'est mon premier. Oui, c'est vrai que ça me rappelle de bons souvenirs. C'est mon premier séjour aux États-Unis. Nous sommes en janvier 1967 et la Ferrari que vous voyez là est une 412P qui était pilotée dans cette épreuve par Willy Mérès et Jean Blaton, qui couraient sous le pseudonyme de Burlis. Nous étions en tête. C'est une course extraordinaire. Derrière, vous voyez une Ford GT40. La blanche, ensuite, c'est une Chaparral. Donc, les plus grandes écuries au monde étaient là. La course a été remportée d'ailleurs par Ferrari, par 3 voitures d'usine. Mais à minuit, c'est nous qui étions en tête. Et je m'en souviendrai toujours. Par contre, à 1 heure du matin, malheureusement, la boîte de vitesse a lâché et nous avons dû abandonner. Alors, vous êtes également à l'origine d'un projet, la Ferrari P45. Vous pouvez nous raconter? Alors ça, c'est venu beaucoup plus tard. En fait, de l'époque où je travaillais avec Jacques Swatters, j'avais établi des relations amicales avec la famille Pininfarina, qui était le carrossier exclusif de Ferrari à l'époque. Et bien plus tard, en fait, Pininfarina a souhaité mettre en place un département de projets spéciaux, de voitures réalisées à l'unité pour des clients qui avaient des souhaits particuliers. Et donc, je connaissais un Américain, je peux dire son nom parce il est aujourd'hui bien connu, c'est Jim Glickenhaus, qui a été le premier client, en fait, de ce département, de ce nouveau département projets spéciaux. Et nous avons avec Pininfarina, développé sur la base d'une Ferrari Enzo, que Jim Glickenhaus nous a amené. Nous avons développé ce projet qui, selon ses souhaits, en fait, s'inspirait des P3 et des P4 et des 412P de la fin des années 60, comme la voiture jaune que vous venez de montrer. Donc, le résultat, voilà. Alors, à gauche, la photo que vous montrez, c'est une maquette en polystyrène sur laquelle on a pas mal travaillé. En fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que la voiture est constituée de 2 moitiés, qu'il y a un miroir au milieu et que les 2 moitiés sont légèrement différentes. Et donc, elle permettait de juger d'approches de design différentes, tout en ayant l'impression de voir la voiture entière. Et alors ça, c'est la voiture terminée devant voilà, chez Pininfarina à Cambiano. Un très, très beau projet. Jim Glickenhaus, en fait, possède d'ailleurs toujours, il a plusieurs voitures de collection, dont une Ferrari P4. Et donc, il a cette auto aussi dont il se sert régulièrement. Elle est immatriculée. Il va au bureau avec. C'est un personnage assez extraordinaire. Et ça lui a donné envie d'ailleurs de continuer sous son nom aujourd'hui. Il produit sous la marque SCG des automobiles de compétition. Et cette P45 a été le départ de tous ces nouveaux projets. Alors, un personnage très attachant.
Alors, j'évoquais également en introduction les concours d'élégance. Alors, on le sait pas toujours, mais vous êtes à l'origine de la résurrection, entre guillemets, des concours d'élégance. Alors, je suis à l'origine, en fait, avec quelques amis. Je ne suis pas tout seul. Je n'ai pas été tout seul à l'époque dans cette aventure. Mais c'est vrai que j'avais lu des reportages sur un concours américain qui est le concours de Pebble Beach. Et j'y suis allé une première fois au début des années 80. J'avais été absolument époustouflé par ce que j'avais vu. La qualité des automobiles, l'endroit aussi était absolument magique. Et j'ai donc eu envie d'y retourner en m'attendant à être un peu déçu parce que la première impression avait été tellement forte. Je me suis dit, il y a peu de chances que je sois aussi époustouflé la deuxième fois. Et ça a été la même chose, en fait. J'ai été, encore une fois, absolument ébahi, émerveillé par ce que je voyais. Et je me suis dit, ce serait quand même, c'est dommage qu'on n'ait pas ça en France. À l'époque, je vivais à Paris. Je me dis, c'est quand même dommage qu'on n'ait pas ça en France et même en Europe. Et donc, avec un ami à l'époque, et avec le magazine Automobile Classique, et avec un autre ami qui a été notre premier sponsor, on a mis en place ce concours qui s'est déroulé dans le parc de Bagatelle à Paris. Et c'est en fait le retour, voilà, vous avez l'image Le cadre est du sublime. dimanche à l'occasion en septembre, début septembre 1988. C'est le début du défilé et de la remise des prix. Et ça a été le retour de ces concours d'élégance. Il y en a beaucoup aujourd'hui, mais c'était donc bien avant le retour de Villa d'Est ou bien avant les débuts de Chantilly. Nous avons réintroduit ces manifestations, ce genre d'événements en Europe. Parce que c'est vrai que Merveilleux le concours souvenir. d'élégance existait au début du XXe siècle et ils ont disparu. C'est dû à quoi? C'est dû aux conflits mondiaux qu'a connu l'Europe ou C'est surtout dû au progrès de l'automobile. En fait, avant-guerre, les constructeurs automobiles produisaient essentiellement des châssis et des moteurs et puis confiaient la réalisation de la carrosserie à un carrossier qui était un sous-traitant et qui travaille directement selon les souhaits d'un client. Un petit peu ce que nous avons fait avec Pininfarina pour la P45 de Jim Glickenhaus. Mais après la guerre, l'industrie automobile, la technique automobile a évolué. Les voitures n'ont plus eu de châssis séparés. Elles ont été construites de manière autoporteuse. Et donc, les constructeurs fournissaient des automobiles complètes avec des carrosseries qui étaient produites en série. Et donc, le métier de carrossier a petit à petit disparu et les concours d'élégance qui étaient destinés à montrer le travail des carrossiers a disparu aussi. Et ce sont en fait les collectionneurs et les premiers collectionneurs ont été américains. Ce sont les collectionneurs qui ont relancé ce type de manifestation. Et Pebble Beach a été un des tout premiers aux États-Unis à relancer ces concours d'élégance. La preuve qu'ils étaient d'origine française, c'est que le nom est resté. Il ne le prononce pas toujours il prononce ça souvent Concours d'Elegance. oui. Un peu moins beau que concours d'élégance, mais c'est eux qui ont relancé ce genre de manifestation. Pebble Beach, pour la première fois, a organisé son concours en 1950, donc il y a 70 ans déjà. Alors, vous avez Voilà. créé également un prix qui récompense la plus belle, la plus exceptionnelle voiture, et vous l'avez créé à l'époque en partenariat avec Louis Vuitton, Absolument. En le fait, best of the Bagatelle, best. ah mais voilà, me voilà avec Yves Carcel, qui était le président de Louis Vuitton, président euh, remarquable. J'avais une entente parfaite avec lui. Nous travaillons ensemble avec une confiance totale, une confiance réciproque totale. Et malheureusement, il nous a quittés il y a déjà quelques années, presque une dizaine d'années. Le temps passe tellement vite. Mais donc, nous avions relancé les concours d'élégance, nous étions à Bagatelle, nous avons cherché un sponsor, un vrai sponsor, et à l'époque, nous avions pris contact avec Monsieur Racamier. C'était en fait au moment où Louis Vuitton était sur le point d'intégrer la constellation LVMH. Et Monsieur Racamier, qui était le patron de Louis Vuitton, qui avait épousé une fille Vuitton, si je me souviens bien, nous avait dit, écoutez, faites l'événement, organisez-le, nous viendrons voir et si ça nous plaît, nous vous accompagnerons l'année suivante. Et c'est ce qui s'est passé. Et Vuitton est devenu, quelques années plus tard, après avoir été repris par LVMH, ou après avoir rejoint en fait LVMH, euh, Louis Vuitton est devenu le propriétaire de l'événement. Nous avons
fast forward, nous avons perdu l'accès au parc de Bagatelle en 2003, si je me souviens bien. Et nous avons à ce moment-là eu une réunion. Nous avions développé des rapports très amicaux avec des collectionneurs très importants, avec des designers aussi. Et nous nous sommes dit, en attendant de retrouver un endroit qui corresponde à Bagatelle, pour continuer à organiser ces concours, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Et on a eu l'idée d'organiser ce qu'on a appelé le Best of the Best et d'attribuer un prix à une automobile qui avait remporté l'un des plus grands concours d'élégance dans le monde, Pebble Beach, Emilia Island, Villa d'Est et j'en passe. Et nous avons fait ça jusqu'à ce que, comme je vous le disais, le pauvre Yves Carcel nous quitte. Le nouveau management de Louis Vuitton n'a pas souhaité poursuivre ce genre de manifestation. Et puis, une année plus tard, je suis tombé, j'ai croisé à Rétromobile à Paris, j'ai croisé Michael Kadoorie, qui est le président du groupe, qui est propriétaire des hôtels Peninsula, qui est un grand collectionneur aussi. Et je me suis dit, mais c'est avec lui qu'il faut continuer, c'est tellement évident. J'avais entre-temps été approché par des maisons concurrentes de Louis Vuitton qui avaient entendu que nous ne poursuivions pas. Mais je ne me sentais pas, après une vingtaine d'années de collaboration avec Louis Vuitton, changer d'étiquette. En tout cas, je travaillais pour un concurrent de Louis Vuitton. J'étais quelque part, il y avait un attachement avec la marque. Mais quand j'ai vu Michael Kadoorie et que le Peninsula n'est évidemment en rien un concurrent de Louis Vuitton, et Michael a tout de suite, il a tout de suite dit oui. Enfin, il m'a dit, il faut que j'en parle à mon conseil d'administration. Mais et voilà le premier vainqueur du Peninsula Best of the Best Award qui avait été attribué à cette Talbot Lago carrossé par Figoni et qui est la propriété de Merle et Peter Merlin et vous nous voyez tous à l'occasion de ce premier prix. Et voici la toute dernière. Et voilà, ça c'est le dernier. Oui, ça c'est le dernier qui était attribué à la Ferrari 335S d'un Autrichien, un grand collectionneur, Andreas Moringer, qui a un goût exceptionnel. Voiture très bien restaurée aussi par Paul Russell aux États-Unis. Et voilà, merveilleux souvenir. Ceci, c'était à Paris, au Peninsula à Paris, en février dernier. Alors, à l'époque de Louis Vuitton, vous attribuiez donc un prix à la voiture de collection la plus exceptionnelle qui avait remporté le concours d'élégance, mais également à un concept car. C'est vrai. Oui, nous attribuions 2 prix à l'époque parce que Louis Vuitton était très attaché à la fois à préserver le patrimoine historique, mais aussi à porter un regard vers le futur et à encourager la préservation des artisanats. Donc, nous attribuions ce prix un prix à une automobile de collection et un deuxième prix à un concept car. Et ceci est le premier concept car qui ait été récompensé par Vuitton. Donc, à l'époque, c'est une Maserati Birdcage, un exemplaire unique réalisé par Pininfarina aussi. Et qui roulait. Et qui roulait, absolument, parce que parmi les critères, il fallait que le concept car soit motorisé et fonctionnel. Donc, la voiture roulait. Alors, je pense qu'on peut dire que vous avez inspiré Chantilly, le prix de Chantilly aujourd'hui, qui récompense également donc une voiture exceptionnelle, qui est un concours d'élégance et qui récompense et qui présente également des concept cars. Oui. Alors, effectivement, Chantilly nous a pris la relève de Bagatelle quelques années plus tard. Je ne sais pas si nous avons inspiré Chantilly, mais aujourd'hui en France, il y a Chantilly, bien sûr. Alors, j'évoquais donc le vainqueur est retenu pour donc le vainqueur en collection, en automobile de collection, est nominé pour le Peninsula Classics Best of the Best. Alors, Christian, vous avez lancé au mois de juin un nouveau projet. Et cette fois-ci, c'est un projet en ligne, une plateforme de vente aux enchères de véhicules intéressants. Qu'est-ce que c'est un véhicule intéressant pour vous? Un véhicule intéressant. Je dirais qu'un véhicule intéressant, c'est un véhicule qui s'adresse à quelqu'un qui aime l'automobile. Donc c'est assez large parce que ça peut être à la fois une automobile ancienne, mais ça peut aussi être une automobile plus moderne. Ça peut être une automobile très chère et ça peut aussi être une automobile beaucoup plus abordable. Donc on ratisse assez large. Mais il faut que quelque part,
quelqu'un qui aime l'automobile soit attiré. Il faut qu'il y ait, voilà, il faut qu'il y ait ce côté passion qui intervient. Alors, comment est né ce projet? Je pense déjà vous n'êtes pas nouveau dans le monde des enchères. Vous êtes passé par Christie's. C'est vrai, j'ai passé une douzaine. Ah oui, vous retrouvez, mais je ne sais pas comment vous avez fait pour retrouver toutes ces photos. C'est amusant en fait. Chaque fois, c'est vrai, vous retracez ma vie, ma carrière en tout cas, et vous me rappelez plein de bons souvenirs. Mais c'est vrai qu'en 1989, en fait, j'ai été approché par Christie's pour reconstruire leur département automobile parce que toute l'équipe les avait quittés pour former une société indépendante. Et ce qui était un contrat au départ d'un an s'est prolongé sur 12 ans. Donc, j'ai aidé Christie's à l'époque à reconstruire leur département de vente d'automobiles de collection. Alors, le projet Le Bolide. Alors, comment est né ce projet, oui? Comment est né le bolide.com? Je dirais qu'il y a deux. La première chose, en fait, c'est que j'ai bien entendu depuis quelques années déjà atteint l'âge de la retraite. Et, et, et dans l'univers des constructeurs avec lesquels je travaillais, je voyais les gens de ma génération partir à la retraite à 62, entre 62 et 65 ans. Et puis j'en voyais certains qui montaient une petite affaire, une nouvelle petite affaire, qui restaient entreprenants et je dirais tout à fait qui suivaient les nouvelles technologies, qui étaient actifs. Et puis j'en ai vu d'autres qui sont partis tondre leur pelouse. Et j'ai vu la différence d'évolution en fait entre ceux qui restaient actifs et ceux qui voilà qui avaient plutôt tendance à se la couler un peu plus douce. Et je me suis dit, je n'ai pas envie, j'ai envie de rester actif, j'ai envie de continuer de faire fonctionner mes cellules grises, mon cerveau. Donc, je ne vais pas tondre ma pelouse, d'ailleurs, je n'en ai pas. Je ne vais pas tondre de pelouse, je vais plutôt essayer de créer quelque chose. J'avais vu aux États-Unis toujours, il y a beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis avant qu'elles n'arrivent chez nous, mais j'avais repéré aux États-Unis un site de vente aux enchères en ligne d'automobiles intéressantes. Je les connaissais en fait, je connais une partie de l'équipe qui a monté cette affaire, qui marchait très très bien, et je leur ai demandé s'ils avaient l'intention de s'établir en Europe. Ils m'ont dit non, non, nous avons suffisamment à faire ici aux États-Unis, donc si jamais tu avais envie de faire quelque chose là-bas, ben, en tout cas en ce qui nous concerne, il n'y a aucun problème. Et donc je me suis mis en tête de créer quelque chose inspiré par ce site américain qui s'appelle Bring a Trailer, et c'est ainsi que le bolide est né. Donc, Bring a Trailer qui vend également des bateaux. Hein. Je suis tombée là-dessus tout à l'heure. Oui. Ils ont également des bateaux. Bon, faut dire que le trailer, c'est à la fois pour ramener une voiture, mais ça peut aussi ramener un bateau. Donc, je ne sais pas si vous allez évoluer vers les bateaux intéressants par la suite. Mais enfin, en tous les cas, eux, ils se sont lancés dans les bateaux. Ils ont un petit peu d'avance sur nous. On ne sait jamais on ne sait jamais ce qu'on va faire dans quelques années. La clientèle n'est pas tout à fait la même. Et donc, il est important évidemment, il est important d'avoir des vendeurs, il est important d'avoir des acheteurs aussi. Donc, nous évoluons pour le moment dans l'univers de l'automobile. Les bateaux, on verra. Ce sont de superbes bateaux. Ce sont des bateaux, ce sont les Riva américains, ce sont des bateaux en bois. Il y en a qui ont des lignes, ce sont des bateaux de lac en fait, il y en a qui ont des lignes superbes et il y en a qui ont des moteurs remarquables aussi. On trouve plusieurs V12 par exemple, Packard ou Scripps, beau. Alors, dites-moi, Christian, est-ce qu'on peut dire qu'au vu de la situation sanitaire, votre plateforme de vente aux enchères en ligne arrive à point nommé? On aurait pu choisir un meilleur moment. Oui, mais enfin, en même temps, c'est vrai que les collectionneurs hésitent à se rendre dans les salles de vente. Donc, un site de vente aux enchères en ligne, lorsqu'il est on va dire sécurisé comme le vôtre, on va en parler par la suite, mais quand il est sécurisé comme le vôtre, ça peut être un véritable atout. Alors, vous avez tout à fait raison, et c'était ce qu'on s'était dit aussi. Mais avant de mettre les autos en ligne, il faut que les propriétaires nous envoient des reportages photographiques très détaillés, parce que comme tout se passe en ligne, il faut que l'acheteur ait la possibilité de se faire une opinion très détaillée sur ce qu'il va acheter. Et comme le Covid a imposé le confinement, les vendeurs ne pouvaient plus sortir leur automobile pour faire des photos. Donc, c'est là que nous avons commencé à avoir des difficultés.
on avait un site, un très beau site, mais on n'avait pas de marchandises. Donc, c'était un peu difficile. Bon, là maintenant, c'est de nouveau possible de sortir ces voitures. Mm. Donc là, je suis allée faire un petit tour sur votre site. J'ai vu que vous aviez pas mal de choses en ligne. Donc celle-ci qui est en cours, qui est absolument magnifique. Donc cette Ford Fairlane, donc qui a un prix aussi, un prix raisonnable. Hein. Ça démarre à 10 000 euros. Hein. Tout à fait raisonnable. Alors, le 10 000 euros, c'est un petit peu en dessous du prix de réserve. Nous acceptons des prix de réserve. Ce sont des prix qui protègent les vendeurs si jamais les enchères ne montaient pas. Et aujourd'hui, en fait, dans ce marché que nous abordons, nous voulons être prudents. Nous voulons que les vendeurs aussi ne soient pas entraînés ne soient pas obligés de vendre à des prix qui seraient trop décevants. Donc, nous sommes tout à fait d'accord. Nous leur conseillons des prix de réserve raisonnables. Mais oui, nous avons une variété. Ça va de la Ford Fairlane que vous venez de voir. Nous allons aussi avoir en contraste une coccinelle, par exemple, dans quelques jours, qui a 9000 kilomètres d'origine, qui est sympathique. Donc, ça montre bien aussi l'univers dans lequel que nous travaillons. La coccinelle et la Rolls-Royce ou la Ford ou l'Alfa Romeo ou la Triumph sont des automobiles tout à fait différentes. On a une Fiat aussi, vous la voyez, elle était gris foncé, une Fiat 2300S qui me rappelle des souvenirs aussi. C'est la voiture en dessous de l'Alfa Romeo rouge et au-dessus de la coccinelle bleue. Parce que c'est l'auto, ce n'est pas l'auto, mais c'est une auto du même modèle que l'auto qui était à l'époque propriété de Paul Frère, le pilote automobile qui avait remporté Le Mans en 60, ingénieur et grand journaliste automobile. Et je lui avais écrit, je sortais à peine de l'école, je lui avais écrit pour lui dire que j'avais envie d'aller voir le salon de Turin et lui demander s'il y allait en voiture et s'il allait en voiture, s'il voulait pas me prendre avec lui. C'était assez culotté. Il m'a dit après, tu étais quand même assez culotté. Et il m'a envoyé un télégramme et il m'a dit appelez-moi à tel numéro, ce que j'ai fait tout de suite. Il m'a dit écoutez, votre lettre était sympathique, je ne vous connais pas, mais je pars en voiture, je suis seul et si ça vous fait plaisir, je vous prends. Donc là, ce modèle de voiture, c'est avant les limitations de vitesse, c'était avant les tunnels aussi. Le tunnel du Mont Blanc n'existait pas, donc on a passé l'école, le Mont-Cenis, le Mont-Genèvre, et j'ai fait ces allers-retours, donc largement 2000 kilomètres à côté de Paul Frère, le vainqueur des 24 heures du Mans. Ah, Inoubliable, inoubliable. j'imagine. On me demande si vous avez une 403 cabriolet à vendre sur votre site. Alors, 403 cabriolets, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Pas tout de suite. Alors dites-moi, Christian, comment ça se passe en fait? Mais on a une 504. Pareil, je sais que c'est pas tout à fait la même chose, mais on a une Peugeot 504 cabriolet qui vient. D'accord, bah écoutez, on va rester connecté. Donc une Peugeot 504, ça peut être très sympathique également. Alors comment se déroule le processus d'enchère? Donc le client, enfin le propriétaire de la voiture envoie donc un dossier très complet. Et ensuite, comment ça se passe? Vous mettez la voiture en ligne? Alors, la première chose, donc, nous attendons de la part du vendeur un reportage photographique complet et une description de la voiture que nous confions à des rédacteurs spécialisés. Et ensuite, nous faisons approuver la description que nous avons préparée, nous la faisons approuver par le vendeur, nous la mettons en ligne et la voiture reste en ligne pendant 10 jours. Et pendant ces 10 jours, les acheteurs peuvent à la fois commenter, peuvent à la fois prendre des renseignements et peuvent aussi, bien entendu, on l'espère, enchérir. Donc, c'est facile. Alors, les avantages pour le vendeur sont nombreux. D'abord, par rapport à une petite annonce classique, il y a un délai. Après 10 jours, on sait si la voiture est vendue ou pas. Et s'il y a des amateurs, il faut qu'ils se décident. Ils ne peuvent pas téléphoner au vendeur en lui disant oui, je viendrai peut-être la semaine prochaine. On sait ce qui se passe. Une fois sur deux, ils ne viennent pas. Et donc, le vendeur est entraîné dans des rendez-vous manqués, dans des discussions de prix, parce qu'à partir d'un prix, les acheteurs le négocient toujours à la baisse. Donc, les ventes aux enchères, c'est tout le contraire. Il y a une échéance. Les acheteurs qui sont intéressés doivent s'engager et les prix montent, en fait. Au contraire des négociations qui se font par les petites annonces, ici, ce sont les prix qui montent. Si vous en avez envie et que la voiture est à 50 000 euros, eh bien, il faut monter, il faut payer un petit peu plus. Donc ça, c'est l'avantage par rapport aux petites annonces. Par rapport aux sites, pas aux sites, aux ventes aux enchères traditionnelles, aux ventes aux enchères classiques,
D'abord, le vendeur peut garder la voiture chez lui, donc il économise les frais de transport. Ensuite, les frais sont beaucoup moins élevés. Il n'y a pas de commission vendeur. Nous facturons un forfait au vendeur de 99 euros qui couvre tout ce qui 99. précède la mise en ligne. Ah oui. Pardon? Non, je m'étonnais du prix 99 euros. C'est le prix en fait pour mettre en ligne la voiture, hein. C'est ce que ça coûte Voilà. au propriétaire de Et la ce voiture. sont les seuls frais. Voilà. Et ce sont les seuls frais qui sont à la charge du vendeur. Et l'autre avantage, c'est que la prime que nous facturons aux acheteurs est de 5%, ce qui est nettement inférieur aussi à ce que facturent les maisons de vente aux enchères. Et dans l'enveloppe totale qu'un acheteur peut dépenser, en admettant, pour prendre un chiffre rond, qu'un acheteur dispose d'un budget de 100 000 euros, la part qui reviendra au vendeur est nettement plus importante que s'il passe par une maison de vente traditionnelle qui va lui compter une commission et qui va compter en général de l'ordre de 10% et qui va aussi facturer à l'acheteur ou prélever sur ce que l'acheteur va payer une prime de l'ordre qui peut aller de 20 à 30%. Donc, nous offrons des conditions avantageuses à la fois aux vendeurs et aux acheteurs. La dernière chose en ce qui concerne les acheteurs, c'est qu'avec une prime de 5%, encore une fois, s'ils ont une enveloppe, disons, de 100 000 euros, ils peuvent se permettre une automobile, grosso modo, de 95 000 euros. S'ils doivent payer, si la maison de vente prélève 20 ou 30%, l'automobile qu'ils pourront se payer ne sera une automobile de moindre valeur. Donc, nous les encourageons à acheter de belles automobiles. Est-ce que vous vérifiez l'origine des véhicules que vous mettez en ligne? On va aussi loin qu'on peut. On demande les documents, on demande les factures, les carnets d'entretien. Et en tout cas, nous mentionnons dans la description que nous faisons, nous mentionnons toutes ces informations. Et si le kilométrage, par exemple, ne peut pas être certifié, nous le précisons. Alors, on me demande si à 99 euros l'annonce, votre business plan est rentable. Il faut qu'on vende un certain nombre de voitures d'une certaine valeur pour rentabiliser. Pour le moment, nous n'en sommes pas là. Pour le moment, nous sommes dans la phase d'investissement. Il faut dire que bon, vous avez lancé lebolide.com au mois de juin, donc c'est encore tout récent. Oui, c'est vrai, on a fait une sorte de pré-lancement en juin, et puis on s'est interrompu dès que les gens ont été déconfinés, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait la plupart d'entre eux aspiraient à prendre l'air et à bouger, et pas nécessairement tout de suite à acheter ou vendre une automobile. Et on vient de recommencer. Voilà, on a remis notre première voiture en ligne hier, et là on n'arrête plus. Alors, on me demande si toutes les voitures sont acceptées. Alors, j'imagine que par toutes les voitures, parce que vous avez parlé de voitures intéressantes, j'imagine qu'on parle de modèles également récents. Vous ne prenez pas que des voitures anciennes de collection ou des youngtimers. Est-ce que vous acceptez des voitures de 5 ans, par exemple? Tout à fait, tout à fait. À partir du moment où elle parle à un automobiliste qui aime l'automobile. Oui, oui. Il n'y a pas d'exclusion, et je vous dis, on prendra aussi bien une 2 chevaux Citroën qu'une Ferrari. Et comment se porte en fait le marché de la voiture de collection? Alors vous connaissez quand même très très bien, vous y travaillez depuis toujours. Là aujourd'hui, vous vendez aussi des voitures de collection. Comment se porte le marché? Est-ce que vous avez l'impression qu'il a été mis à mal par la situation sanitaire et la situation économique également, ou est-ce qu'il est le marché est totalement différent de celui de l'automobile récente? Il n'est pas totalement différent. Vous savez, il y a beaucoup de soucis aujourd'hui, il y a beaucoup de préoccupations. Vous venez d'évoquer les préoccupations sanitaires, les problèmes économiques qu'elles engendrent. Il y a aussi un certain nombre de soucis géopolitiques. Il y a beaucoup et puis il y a le côté protection de l'environnement qui intervient aussi avec un certain nombre de dispositions qui ne sont pas toujours favorables à l'automobile. Donc, le marché automobile souffre, le marché de l'automobile neuve souffre, le marché de l'automobile ancienne souffre également. Mais je dirais que compte tenu de toutes ces circonstances, de toutes ces inquiétudes, je dirais que le marché se porte étonnamment bien. Les prix résistent, ils ne partent plus à la hausse, bien entendu, mais ils résistent à des niveaux que je trouve tout à fait, par moments, étonnants, en fait, compte tenu des circonstances. Donc, la passion est bien vivante, ce qui nous rassure.
Et comment voyez-vous justement l'avenir de l'automobile? Vous évoquiez toutes les contraintes écologiques, etc. L'automobile, son avenir, vous le voyez comment? Plutôt rose ou plutôt gris? Je le vois très différent de ce que nous avons connu pour quelqu'un comme moi qui aime la musique d'un moteur. Je pense que je pense que c'est pratiquement terminé. Les automobiles sont électriques, ça ne fait à mes yeux absolument aucun doute. On peut se demander si on se projette dans l'avenir à un petit peu plus long terme, on peut se demander si ce sera la batterie ou si ce sera l'hydrogène. C'est à voir. Est-ce que les automobiles vont être automatisées? Est-ce que la conduite sera automatisée ou pas? C'est à voir aussi. Je pense que ça prendra peut-être un peu plus de temps qu'on ne veut bien le dire aujourd'hui, mais c'est une évolution sans doute incontournable. Donc, le marché automobile subsistera, c'est évident. Les gens ont besoin de transports individuels. L'automobile partagée, jusqu'à présent, est un désastre. Il y a quelques grands constructeurs qui y ont touché. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Il y a eu quelques tentatives aussi, comme Bolloré à Paris et dans quelques autres villes. On a vu ce que ça a donné. À partir du moment, malheureusement, on remarque qu'à partir du moment où une automobile est partagée, en fait, personne n'en prend soin. Et c'est un petit peu dommage. Donc l'automobile, la liberté, le côté pratique de l'automobile, le transport individuel, à mon avis, est incontournable. On est tributaire de décisions, de choix politiques qui ne sont pas toujours favorables à l'utilisation de l'automobile. On va voir jusqu'où ça peut aller. Je pense que certains projets sont très ambitieux et que la technologie n'est pas prête. J'entends régulièrement que, par exemple, si la production d'électricité aujourd'hui suffit à recharger théoriquement, à recharger un parc d'automobiles électriques, la distribution de l'électricité n'y résisterait pas. Donc, il y a certainement encore beaucoup d'investissements à faire dans tout ce qui est infrastructure avant que la généralisation de l'automobile électrique puisse se faire. Mais c'est une tendance lourde. À côté de ça, je pense qu'il restera une niche de passionnés qui vont se retrouver peut-être dans des clubs comme certains se retrouvent le week-end pour jouer au golf dans un club de golf, et bien il y en a d'autres qui vont se retrouver autour d'un circuit avec un clubhouse et dans une région où ils pourront aussi se promener avec leur automobile parce que certaines régions, en dehors des grands centres urbains, vont peut-être être ravis d'accueillir ces passionnés qui peuvent faire tourner localement une partie de l'économie. Si je vous raconte une petite anecdote aussi, en fait. En 1987, Ferrari fêtait le 40e anniversaire de la sortie de la première automobile portant la marque Ferrari. Et c'est à ce moment-là aussi que la fameuse F40 a été présentée. Et à cette occasion-là, j'ai eu un entretien en tête-à-tête avec Enzo Ferrari, le patron, le commendator, et je lui ai demandé si, 40 ans plus tôt, lorsqu'il avait construit sa première voiture, il avait un seul instant pu imaginer que Ferrari deviendrait ce que Ferrari était devenu. Alors, Ferrari ne répondait jamais oui ou non, il racontait toujours une histoire, et pour la faire courte, en fait, la conclusion, c'était qu'il avait toujours été persuadé qu'il y aurait une niche de macchine per delinquenti, d'automobiles pour délinquants. Donc, il considérait ses clients comme des délinquants. Et je pense que, mais ça illustre bien, je pense aussi la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Je pense qu'il y aura toujours une niche d'automobiles pour délinquants qui se retrouveront, voilà, sur un circuit, dans un club ou dans une région qui les accueillera avec le sourire. Alors, vous avez évoqué bien sûr un avenir électrique pour l'automobile. Est-ce que vous accepteriez de vendre sur le bolide.com des véhicules électriques? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce sont des véhicules intéressants. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et Tesla est une automobile intéressante. Donc, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Vous évoquez Tesla, mais aujourd'hui, ce n'est sans doute pas. Excusez-moi. Aujourd'hui, ce n'est sans doute pas moi qui l'achèterai. Mais je m'accroche à la musique de mon 6 cylindres tant que je pourrai m'en servir. Et une hybride, c'est envisageable ou pas? Oui, alors c'est ce que j'ai conseillé à ma compagne, en fait, qui fait beaucoup de circulation urbaine et je lui ai suggéré d'acheter une hybride parce que c'est vrai que si on interdit l'accès aux centres urbains, aux automobiles
à moteur, que ce soit diesel ou essence. L'électricité, par contre, sera sans doute favorisée. Au moins, elle pourra vous emmener en ville et vous l'emmènerez sur les routes de campagne. Absolument. C'est l'accord qu'on a passé. Écoutez, Christian, merci beaucoup pour cet échange passionnant, pour le partage de tous ces merveilleux souvenirs que vous avez du monde de l'automobile. Beaucoup de succès à lebolide.com. Et je vous dis à demain pour un live avec Gabi von Oppenheim, donc la pilote allemande, qui nous parlera de sa passion pour l'automobile également, mais une passion au féminin cette fois-ci. Merci encore Christian, merci à tous d'avoir suivi sur Periscope, Twitter, Facebook et YouTube, et à très bientôt. Au revoir Christian. Merci Stéphanie, j'étais ravi, merci. Au revoir.